Yo les bros, c'est Goji et évidemment, j'espère que vous allez très bien. Il se trouve que le SBS du tome 105 vient de nous être révélé sur internet et pour le coup, ce n'est pas sans grande surprise que nous apprenons une très grosse partie de l'histoire d'un des Mugiwara, j'ai nommé Roronoa Zoro. Un sujet qui a toujours interrogé de nombreux fans vient d'être évoqué et de grandes révélations nous sont faites. Nous apprenons aujourd'hui les origines de Zoro et son lien avec Wano Kuni. Quand je parle d'origine, je veux bien sûr parler du nom de ses parents et de ses grands-parents. C'est fou, mais pas seulement, plusieurs choses nous seront révélées dans ce SBS et donc dans cette vidéo que je vous ai préparée pour l'occasion, alors prenez place et préparez-vous à passer un petit bout de temps en ma compagnie. Otama est une Kurozomi. Ok, alors Zoro n'est en réalité pas le seul à voir son histoire être dévoilée au grand jour. La petite Otama en fait également les frais et devinez quoi, nous apprenons des mots d'Oda que la première personne rencontrée par Luffy sur Wano Kuni n'est nulle autre qu'une descendante de la famille Kurozomi. Incroyable révélation que nous avons là, cette petite d'une combativité et d'un courage légendaire et ayant, on va pas se le cacher, plutôt brillé pendant Onigashima et ayant suivi les Mugiwara pendant tout l'arc de Wano, porte un nom de famille très pesant. Les Kurozomi, vous le savez, étaient la famille des antagonistes, la famille du terrible Orochi. Apprendre que la petite protégée des Mugiwara en fait partie, c'est plutôt un sacré retournement de situation qui n'aura pour autant pas de grandes conséquences pour le futur. En tout cas, le lien d'Otama avec les Kurozomi était une théorie assez réputée dans la communauté et je l'avais d'ailleurs mentionné dans mon iceberg de One Piece. Et finalement, le plus beau dans cette histoire, soit que celui qui l'a recueilli et protégé soit nul autre que Kozuki Sukiyaki, sous l'apparence de Tenguyama. Bien que lui et son fils aient été trahis par le sang des Kurozomi, bien que les Kurozomi détestent la noblesse Kozuki, ça n'a pas empêché le père d'Oden de protéger la jeune Otama et son sang maudit. C'est ce qu'Oda mentionne d'ailleurs dans son message la concernant. Comment vont réagir les autres personnages s'ils apprennent qu'Otama est une Kurozomi? Dans le passé et même dans le présent, c'est un grand problème dans notre société. Il met effectivement le point sur le poids qu'un simple nom peut avoir et comment il peut effacer toute une personnalité. Orochi en est le parfait exemple, il a d'abord été détesté pour être un Kurozomi avant d'être un véritable bourreau. C'est la haine des gens qui l'a transformé en ce véritable monstre, tout comme Kanjuro. La malédiction des Smiles. En continuant de parler de Wano Kuni, une chose a choqué pas mal de monde lorsque nous avons quitté ce pays à la fin de l'arc. Il restait un problème sur cette île. Un problème subsistait et les Mugiwara n'ont pas pu le régler. La malédiction des Smiles. L'une des plus tristes histoires qui nous a été donnée de voir dans One Piece, une population affamée, maudite par des fruits du démon corrompus qu'ils ont consommés en toute innocence. Condamnés à rire même dans les pires moments de leur vie, ce fut une vraie déchirure de voir Otoko le sourire aux lèvres lors de la mort de son père. Eh bien, Oda révèle que malheureusement, Chopper n'avait pas les capacités de soigner ce genre d'effet, que dans le monde, il existe parfois des choses que l'on ne peut pas corriger et que cette histoire en fait partie. Oui, donc en gros, Chopper voulant soigner toutes les maladies ne pourrait finalement pas être capable de soigner les effets secondaires des Smiles. C'est une assez grande surprise sur laquelle j'émets plusieurs réserves puisqu'à mon sens, il faut que ce mal soit dissipé à un moment ou l'autre. Et Chopper ne pourra prétendre réussir son rêve s'il ne parvient à le faire. N'oubliez pas qu'il veut devenir le panacée. J'ai quand même l'espoir qu'il revienne sur Wano Kuni à la fin de One Piece pour corriger ça, car je sens que j'aurai un sentiment d'inaccompli si les pauvres habitants d'Ebisu restent dans cet état. Mais pas seulement, Killer aussi a été maudit par ses fruits. Oda précise cependant à son sujet que tout n'est pas si catastrophique puisqu'il rend le si sérieux et sanguinaire équipage de Kid une bande de joyeux pirates avec son rire. Le live action de One Piece. Soyez attentifs car la semaine prochaine, nous aurons apparemment des nouvelles du live action One Piece par Netflix. Après que ces affiches aient été dévoilées il y a plusieurs semaines, il est effectivement possible qu'une date de sortie précise nous soit proposée dans les prochains jours. Une chose est cependant certaine, le premier épisode sortira en 2023. Le pouvoir caché de Sanji. Et avant de parler de Zoro, on va rapidement parler de Sanji. En effet, dans ce SBS, Oda en a dévoilé un peu plus sur le pouvoir de ce dernier révélé durant Onigashima. Il explique notamment que Sanji, lui, est né humain grâce à la résistance de sa mère, contrairement à ses frères et sœurs devenus super-humains par les manipulations du facteur de lignage. D'ailleurs, son sourcil allant dans un sens différent d'eux était une preuve de sa normalité. Pourtant, au chapitre 1031, ce fameux sourcil a changé de sens pour devenir comme celui de ses frères et sœurs, en addition au pouvoir de la science qu'il venait d'acquérir. Eh bien, Oda révèle que c'est bien grâce à la Red Suite qu'il a revêti que ce pouvoir s'est manifesté, un pouvoir latent, caché en lui. Sa résistance anormale des flammes laissant déjà sous-entendre que le cuistot n'était pas si normal que ça, et la Red Suite n'a fait que débloquer sa véritable force. Il y a donc fort à parier qu'à certains moments, les sourcils de Sanji changent de place pour laisser indiquer un mode dans lequel la science qu'il a créée reprend un peu le dessus.
les origines de Zoro. Nous y sommes, et justement, tant qu'on est là, n'oubliez pas de laisser un petit like ou vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne les bros, c'est super rapide et efficace, merci beaucoup. Alors que le sujet est au cœur de tous les débats, et ce depuis l'apparition de Zoro finalement, voici qu'Oda y met un terme dans ce SBS, ou presque. Wano Kuni a été particulièrement important pour la généalogie de ce dernier, comme en témoigne simplement le chapitre 1023, sobrement intitulé « Comme deux gouttes d'eau », qui mettait en avant la ressemblance frappante entre Zoro et deux samouraïs réputés de Wano Kuni, Ryuma et Oshimaru. Ce dernier était particulièrement intéressant vu son existence proche de la timeline actuelle. Ryuma est mort il y a plusieurs centaines d'années, oui, mais Oshimaru, lui, vivait il n'y a de ça pas si longtemps. Était-ce lui le fameux père de Zoro? Malgré les ressemblances, Oda a confirmé l'année dernière que ce n'était pas le cas. Alors comment justifier cette fameuse ressemblance? Eh bien, c'est aujourd'hui qu'Oda nous dévoile une partie de l'histoire. Cette histoire remonte à 52 ans en arrière où certains samouraïs de Wano Kuni, dont Shimotsuki Kozaburo, le créateur d'Enma, plus précisément dans un certain village en proie aux bandits, qu'ils ont libéré, bâti un dojo et renommé en village Shimotsuki. C'est d'ici que commence la chronologie des Roronoa et des Shimotsuki. Alors que Shimotsuki Kozaburo se sera marié à une fille du village, aura donné naissance à Shimotsuki Kochiro, qui est lui-même devenu le père de Kuina, c'est un scénario plutôt similaire qui s'est déroulé du côté de Zoro. Shimotsuki Furiko, la sœur de Shimotsuki Oshimaru et qui a pris la mer avec Kozaburo, a rencontré un épéiste au village nommé Roronoa Pinzoro. Par pitié, rigolez pas, c'est pas moi qui ai inventé. Furiko et Pinzoro ont eu un enfant, Roronoa Arashi, qui, en rencontrant Terra, eurent tous deux un enfant qui sera donc le futur plus grand épéiste du monde, Roronoa Zoro. Pour plus de précision, les parents de Zoro n'apparaîtront jamais dans l'œuvre, au présent en tout cas, car Arashi est mort en combattant des pirates, et Terra, la maman, décéda malheureusement d'une maladie, tout comme de nombreuses mères dans One Piece. Et voilà les bros, nous avons enfin notre chronologie sur les Roronoa et les Shimotsuki. Oshimaru n'est donc ni le père ni le grand-père de Zoro, mais bien le grand-oncle de ce dernier. Kuina et Zoro pourraient alors être des cousins éloignés. De grandes annonces officielles qui révèlent pourtant plusieurs problèmes. L'un d'entre eux est la façon qu'Oda a de dévoiler de trop gros passages de l'œuvre dans des SBS ou vivre card, et l'autre que Zoro tiendrait encore son pouvoir grâce à sa génétique. On va commencer avec ça. Zoro est-il spécial grâce à son lien de sang? Même si on ne peut pas mettre de côté sa généalogie assez unique, surtout du côté de son grand-oncle Oshimaru, a-t-il pour autant tiré sa force de ce dernier? Si on remonte au chapitre 1023 cité précédemment, c'est en effet une déduction qu'on pourrait se faire. Yogoro et Kawamatsu expliquent que Zoro ressemble étrangement à Oshimaru sans connaître son lien avec lui, alors que ce dernier est un descendant du dieu des lames Ryuma, un samouraï borgne. Il est d'une facilité absolue d'imaginer que dans le scénario actuel, Zoro sera le nouveau Ryuma, celui dont la force et la légende transcenderont l'histoire pendant des centaines d'années. Pour autant, ce n'est à mon sens pas le signe d'un simple pouvoir hérité faisant automatiquement de lui un épéiste aussi compétent. Si Zoro devient le nouveau dieu des lames, comme le fut autrefois Ryuma, ce n'est pas simplement car il en est son descendant lointain. Non, ce n'est pas non plus car il est né avec un pouvoir et qu'il l'a utilisé sans effort pour se hisser au sommet. Non plus. C'est bien car il a éveillé la germe du dieu des lames sommeillant en lui. Il a éveillé avec l'histoire qu'il s'est forgée. Un entraînement digne des plus grands dès son plus jeune âge, de glorieuses victoires et de terribles défaites, une remise en question permanente et un apprentissage constant, même en étant au sommet. Mais surtout, une volonté. C'est ça le vrai pouvoir dans One Piece. Un concept présent depuis le début, depuis les premières pages. Sans la volonté, l'homme qui pourrait avoir le sang de Roger, Luffy, Chebek et Garp combinés ne serait rien d'autre qu'un fantôme indifférent. Zoro, tout comme Luffy ou les autres, ont la volonté inébranlable d'accomplir leurs rêves et leur destin, et ce malgré tous les obstacles. La volonté que possède Zoro, la volonté qui l'anime, elle est du même calibre que celle de l'homme connu pour être le plus grand samouraï de Wano Kuni. Mais finalement, l'exemple le plus parlant est le Haki, plus particulièrement le Haki des rois, un pouvoir possédé par les plus importantes figures du monde, des êtres destinés à réaliser de grandes choses, ceux capables de bouleverser une grande partie du monde. Peu importe leur origine, leur arbre généalogique, tout ce que nous savons, c'est que ces hommes et ces femmes, possédant ce pouvoir, représentent l'essence même du mot exceptionnel, autant par leur puissance que par l'histoire qu'ils se sont forgés. Pourtant, le Haki des rois n'est pas accordé à n'importe qui. Tous les enfants de Big Mom ne le possèdent pas, à contrario de Katakuri. Iori ne semble pas le posséder non plus, alors que son père oui. Pourquoi? Car il ne possède pas la même volonté de s'élever au-dessus des autres. Il ne cherche pas à laisser une trace dans l'histoire, et ce, même face à la mort. Et le mot Haki n'est pas choisi au hasard, car l'une des nombreuses et principales traductions de ce mot signifie ambition, pouvoir de la volonté,
aspiration. Zoro aurait pu avoir un frère jumeau ayant exactement les mêmes gènes que lui, si ce dernier ne possédait pas une volonté à la hauteur, il n'aurait jamais pu l'égaler, preuve en est avec la famille Charlotte. Zoro deviendra alors bel et bien l'équivalent du dieu des lames dans le futur de One Piece, tout comme Luffy deviendra le nouveau Joy Boy attendu par le monde, par la prophétie. Si ces hommes sont capables de porter une telle légende sur leur épaule, ce n'est nul autre que par la volonté inébranlable qui les anime et qui nous font frissonner depuis toutes ces années. Alors maintenant que les révélations sont faites, parlons du vrai problème. Oda foire-t-il ses mystères? Gère-t-il mal les informations données dans ses chapitres? À en juger vos réactions sur mes tweets concernant ces news, vous semblez quasiment unanime sur le sujet, et je vous rejoins sur ce point. Quand sur les 150 chapitres de Wano Kuni, nous avons eu des lenteurs insoutenables, des scènes inintéressantes, il est indéniable de rire au message d'Oda qui dit ne pas penser élaborer le passé de Zoro en détail, donc je le fais dans le SBS. Clairement, il avait le temps de le faire, d'autant plus sur Wano Kuni qui était le lieu parfait pour de telles révélations. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Loin de moi vouloir faire l'avocat du diable, mais ça doit pas franchement être évident de créer une telle cohérence dans l'histoire étalée sur des dizaines d'années à la fois dans le manga et à la fois dans la vie réelle. De plus, Oda n'a à aucun moment fait de promesse à ce sujet en disant qu'il allait révéler telle ou telle histoire à tel moment. C'est la communauté qui demandait une telle chose, c'est la communauté qui l'attendait. Alors oui, en tant que membre de cette communauté, je ne comprends vraiment pas comment dans ses plans pour Wano Kuni, il a pas calé une petite note, insérer ici l'histoire de Zoro pendant une moitié de chapitre, alors qu'il a très bien su le faire pour Okawamatsu et tous les fourreaux rouges en général. Mais ça, ce n'était qu'une de nos attentes à nous. Tout comme les théories, il ne faut pas laisser passer la passion et les fantasmes au-delà de la véritable histoire de One Piece. Je pense tout simplement que l'histoire des parents de Zoro n'était pas assez extraordinaire et c'est une façon pour lui de le prouver en le dévoilant de cette manière dans un SBS. C'est son choix, un choix qui nous ravit pas forcément, mais qu'on est obligé d'accepter. Après, il faut aussi noter que si ses parents restent totalement modestes malgré le sang de samouraï coulant dans leurs veines, c'est intéressant de ne pas se focaliser sur eux. Ça prouve davantage que Zoro n'a pas eu besoin de leur influence, ou de l'influence d'un tel ou d'un tel, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Toujours malgré ses origines remontant à Wano Kuni, Zoro a prouvé avoir mérité sa force par la dure labeur de son entraînement. De son enfance, il ne s'est jamais relâché. Sa quête de la perfection et du titre ultime d'épéiste a été pour lui la vraie source de ses pouvoirs. Au final, je préfère que ses parents soient catégorisés comme random à travers leur révélation dans un SBS à la va-vite. Ça ne fait qu'enjoliver l'histoire de Roronoa Zoro qui n'a eu besoin de rien d'autre que lui-même pour devenir l'épéiste ultime. Voilà les bros, et vous, qu'en pensez-vous? Comprenez-vous le choix d'Oda de révéler un si gros pan de l'histoire d'un de ses personnages dans un SBS ou vous n'êtes pas d'accord? Laissez vos avis en commentaire, expliquez-vous dans la joie et la bonne humeur et surtout vous en prenez pas à moi les refs, moi c'est pas ma faute, je suis pas Oda, j'ai rien fait. Je vous remercie toutefois d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la review du prochain chapitre, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, peace les bros.